Diriger une organisation est tout, sauf un exercice solitaire. Et pourtant, ce que l'on a coutume d'appeler la solitude du chef est une réalité et même une épreuve qu'il vaut mieux choisir que subir. Il est en effet difficile d'imaginer diriger une organisation en solitaire, en se tenant à l'écart, isolé des autres. En pratique, les agendas des dirigeants sont naturellement surchargés d'activités, en interaction avec une grande variété de personnes. Rendez-vous, réunions, discours, rencontres en tout genre et j'en passe. Voilà pourquoi les qualités interpersonnelles telles que l'aisance sociale, la capacité à tisser des liens et à négocier sont généralement identifiées comme des attributs indispensables à l'exercice d'un leadership. Et pourtant, la suractivité sociale du dirigeant n'exclut pas la solitude du pouvoir. Une solitude qui se manifeste surtout lorsque des décisions importantes, ambiguës et risquées nécessitent d'être prises en son âme et conscience. En temps de crise, cette solitude est même exacerbée. Pour bien comprendre, de nombreux dirigeants aiment rappeler que lorsqu'un bateau est pris dans une tempête et que les rochers ne sont pas loin, il y a peu de chances que la situation soit dirigée par un comité. Maintenant, le travail préalable à une prise de décision lourde de conséquences est logiquement réalisé de manière collective. Mais il y a un moment où il faut cesser de consulter, car le dirigeant est aussi payé pour décider et agir. Alors entre le temps des études et de la consultation et celui de la décision et de l'action, il existe un moment très particulier pendant lequel le dirigeant est vraiment seul. C'est le moment où il doit peser le pour et le contre, interroger ses propres valeurs et sonder son intuition. C'est aussi là qu'il va devoir prendre ses responsabilités et se préparer à en assumer les conséquences. Dans ces moments-là, le dirigeant ressent nécessairement un sentiment de solitude dont la spécificité varie selon les circonstances, la nature de la décision à prendre, mais aussi l'expérience et le caractère de l'intéressé. Cette solitude peut être choisie ou subie, cela dépend de la façon dont le dirigeant vit ces moments. La solitude choisie est recherchée pour le sentiment de liberté qu'elle procure, la liberté de faire des choix structurants et porteurs d'avenir pour l'organisation et ses parties prenantes. Mais attention, la solitude choisie est un alcaloïde. À force d'y prendre goût, certains dirigeants développent un irrépressible besoin de décider seuls sur des sujets où leur valeur ajoutée est loin d'être avérée. Quant à la solitude subie, elle est symptomatique d'un leadership dysfonctionnel. Elle donne aux dirigeants l'impression d'être seuls au bord du précipice. Tétanisés à l'idée d'aller plus loin, ils n'arrivent plus à décider et multiplient les études, les sondages, recherchent de nouveaux avis. Et ce faisant, il peut trouver quelques bonnes raisons de procrastiner ou bien caresser l'espoir qu'une absence de décision finira par résoudre la situation. Cette différence entre solitude du pouvoir subi et solitude du pouvoir choisi fait écho à une réflexion de Victor Hugo selon laquelle la solitude est bonne aux grands esprits et mauvaise aux petits, puisqu'elle trouble toujours les cerveaux qu'elle n'illumine pas.